Bienvenue à tous et bienvenue à la troisième séance sur la dynamique de la CTO. Je m'appelle Dr. Nate Allen, je suis professeur associé sur les études au César, études de la sécurité. Je gère les études sur la paix régionale et de la sécurité. Je vais être le modérateur de la séance aujourd'hui. Je fais cela depuis quelques années et je voudrais vous présenter une statistique qui vraiment a changé la façon que je pense au CTO. Alors, tous les ans, l'Afrique perd environ 89 milliards de dollars à cause des opérations illicites, illégales. C'est la corruption, c'est les réseaux de trafic, et d'autres activités illicites. Depuis une décennie, cela revient à 1000 milliards de dollars qu'a perdu le continent, un chiffre comparable à ce que le continent a reçu en soutien extérieur. Je pense que cette statistique révèle un thème important dans ce programme de leaders émergents et un lien à ce qu'on a entendu lors de la première séance et la dernière séance. Comme beaucoup des défis sécuritaires de l'Afrique, la CTO n'est pas seulement un problème de criminalité, il ne s'agit pas seulement des stupéfiants, des marchés, c'est un problème de gouvernance. Cela empêche la capacité de l'État de s'engager contre la corruption, de gérer ses programmes, et cela soutient les acteurs armés illicites. Et pour les leaders émergents, je pense que le défi, c'est de demander comment est-ce qu'on va faire pour arrêter les acteurs criminels, d'arrêter de les percevoir comme des clous auxquels il faut porter un marteau, mais il faut les voir comme un problématique complexe qui nécessite des leviers complexes d'action des acteurs régionaux et internationaux. Ça, c'est un des éléments que je sais que nous allons explorer aujourd'hui. Spécifiquement, nous avons trois objectifs clés. Nous voulons décrire les tendances et les niveaux des diverses formes de CTO, de mieux comprendre les types d'acteurs criminels impliqués en Afrique. Deuxièmement, on veut mieux comprendre les causes, les moteurs de la CTO en Afrique, ainsi que ses conséquences sur la gouvernance, la stabilité. Et finalement, nous voulons évaluer les mérites des éléments potentiels de la réponse de l'État à la criminalité transnationale organisée, surtout le rôle des dirigeants du secteur de la sécurité dans la promotion d'approches centrées sur les citoyens, les communautés, la coopération. Et pour discuter cela avec nous, nous avons deux panélistes qui travaillent sur ce sujet depuis de longues années et j'apprends toujours de leur part. Tout d'abord, nous avons Monsieur Martin Ewi, qui est le directeur coordinateur technique pour le projet INACT à l'Institut d'études de sécurité. Il est un chercheur principal sur la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, chef de projet pour le projet de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme de l'ISS, la CTO, le trafic des êtres humains, le trafic des drogues et d'autres problématiques. Préalablement, il était avec l'organisation pour les produits, les armes chimiques. Il était avec l'Union africaine dans le programme de lutte contre le terrorisme. Il était un des premiers analystes pour établir un programme de lutte contre le terrorisme et aussi établir architecture de paix. Ensuite, nous avons Catherine Kelly, qui est la directrice de l'engagement ici au César. Elle était doyenne des affaires académiques, professeure associée. Son travail se focalise sur la gouvernance, l'état de droit et la lutte contre la CTE. Avant d'être avec le CESA, Dr. Kelly était conseillère dans l'évaluation, division d'apprentissage avec l'initiative de l'état de droit des avocats de la mairie.
Elle a reçu de nombreuses bourses, et ses écrits sont publiés dans de nombreuses publications. Elle a travaillé au Sénégal. Elle a fait son doctorat sur du travail qu'elle a fait sur le terrain au Sénégal et ses études ont été entreprises à Harvard University. Sont de Nous allons commencer maintenant, quelles sont les menaces de CTO les plus menaçantes et les acteurs les plus menaçants? Et quels sont les facteurs de résilience les plus essentiels pour renforcer la réponse de l'État à la CTO? Et comment est-ce que les acteurs de sécurité peuvent prioriser ces facteurs de résilience? Martin, Monsieur Martin, oui, la parole est à vous. Oui, merci, monsieur le modérateur, de votre présentation et de m'avoir donné la parole. Je suis ravie de vous revoir, Docteur Kelly, et de partager le podium avec elle. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'adresser les leaders émergents domaine de la sécurité sur le sujet de la CTO. Monsieur modérateur, je voudrais remercier le CESA de m'avoir invité et de continuer ce partenariat fort pour ces études qui nous aident à maintenir le travail que nous entreprenons et les accords qui ont été signés entre nos deux institutions l'année dernière au mois de février. Euh, Vous m'avez demandé, monsieur le modérateur, de parler en général, de répondre à deux questions qui ont été posées par la criminalité organisée et la résilience dont a besoin les pays de l'Afrique pour empêcher cela et de se protéger contre la criminalité organisée. Cette question nécessite bien sûr que nous examinions les tendances, les acteurs, les variations dans les menaces à travers les régions diverses de l'Afrique que présente la CTO. La deuxième question nous demande d'évaluer les réponses, la résilience, les facteurs de résilience. Une, un caveat concernant la criminalité organisée, c'est que cela fait partie intégrale des tendances mondiales qui influencent le monde. Les études sur la criminalité organisée en Afrique sont assez récentes, sans précédence historique. Nous croyons actuellement donc qu'il y a pas d'équivalence dans la criminalité transnationale en Afrique. De plus en plus, les chercheurs utilisent des mesures de l'Empire du Mali pour devenir la personne la plus riche du monde. L'influence lourde de l'étranger rend difficile pour nous de parler d'un modèle africain spécifique. Nous parlons de la mafia italienne, de la Triumvirate, l'Akusa chinois, Brava russe ou la marque associée avec Al Capone. Tous ces groupes ont des influences en concurrence en Afrique. Mais un modèle, le modèle en Afrique, c'est le 409 au Nigeria. Et les tribunaux qui ont été créés depuis les années 70. Et puis, il y a aussi le groupe de la fraternité Black Axe qui a été formé dans les années 70 comme groupe criminel. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment une histoire de la criminalité organisée après période coloniale. Mais depuis lors,
la CTO a eu un impact terrible, beaucoup plus fort en Afrique que partout ailleurs. Elle est partout, elle est infiltrée dans toutes les parties de la société africaine. Elle tue des centaines de personnes chaque an. Elle pirate les ressources précieuses du continent. Elle pollue les ressources naturelles. Elle empêche le développement économique, elle enfreint la démocratie, elle le continent bien plus pauvre. D'après la Banque mondiale, dans des données de 2026, la pauvreté en Afrique s'est accrue. C'est lamentable, en fait, à un moment où tout le monde entier, d'autres régions ont pu réussir à faire sortir des millions de personnes de la pauvreté et l'Afrique subsaharienne a pris un pas en arrière. Plus de 75% des plus pauvres du monde se trouvent sur le continent. Je pense que la CTO a joué un rôle important dans cela. En 2009, la Banque mondiale avait estimé que les revenus attribués à la criminalité organisée représentaient 1,3 milliard de dollars, et la banque a estimé donc que ces revenus s'étaient accrus aujourd'hui jusqu'à 3,3 mille milliards. Le PIB était à même atteignait à peine la somme de l'argent volé. Alors vous voyez que les données donnent preuve aux raisons à la pauvreté en Afrique. Donc, notre lutte contre la CTO, c'est une lutte pour le développement. À l'ISS, notre compréhension de la criminalité organisée a évolué depuis que depuis les terres. La criminalité organisée a été perçue depuis longtemps comme étant un modèle à deux dimensions, une approche à dim- dimensions. On voyait la criminalité comme étant des activités illégales pour le profit financier. Et le deuxième modèle voit cela comme étant des gangsters ou des entreprises criminelles menées par des groupes mafieux, des groupes criminels. La criminalité organisée, vue de cette perspective, était associée avec des activités telles que la propriété volée, la fraude, les banqueroutes, la fraude des sécurités, du crédit, le contrefaçon, le trafic et les stupéfiants illicites et d'autres contrabandes. La criminalité organisée était vue comme étant une activité de col blanc, une collusion entre les polices, les politiciens, les avocats et des hommes d'affaires avec des groupes criminels. En 2000, la Convention de Palerme a adopté une ont vu la criminalité comme étant un groupe de 3 ou 4 personnes qui existent depuis un moment, qui actent en concert avec l'objectif de commettre un ou plusieurs crimes sérieux ou d'offensives en accord avec la Convention de Palerme pour obtenir directement ou indirectement d'autres matériaux ou d'autres bénéfices. La recherche et l'expérience, surtout à l'Institut pour les études de sécurité, indiquent une image plus compliquée de la criminalité organisée. Les rackets, c'est l'une des catégories de la criminalité organisée, avec beaucoup d'acteurs criminels qui existent ou proviennent de tous les niveaux économiques de la société et niveaux politiques. Maintenant, ce n'est pas seulement l'or,
Il y a aussi la faune, la flore et d'autres produits qui sont impliqués dans la criminalité organisée. Personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait une époque où les syndicats mondiaux se spécialiseraient dans le trafic des fourmis, des moustiques, du sable et bien d'autres marchandises qui nous entourent. Mais ça, c'est pour vous parler de la profondeur de l'infiltration de cette criminalité organisée. Rien n'a échappé à la monétisation de ces activités illicites. L'élargissement de ce marché criminel en Afrique a été causé par l'implication de nombreux acteurs criminels. Comme je l'ai déjà dit, ces acteurs criminels vont de groupes nationaux en Afrique à des groupes internationaux en dehors de l'Afrique. La définition de l'ONU d'un groupe de criminalité organisée a certaines lacunes qui veulent dire que certains de ces groupes peuvent échapper à cette législation. Par exemple, l'idée qu'un groupe doit comprendre un minimum de 3 personnes et qu'ils devraient avoir travaillé ensemble au fil du temps. Bon, bien qu'il soit vrai que la criminalité organisée est normalement committée pour plus qu'une personne, ce n'est pas forcément 3 personnes ou plus qui sont impliquées là-dedans. Un groupe de 2 personnes pourrait également commettre des offenses criminelles bien sérieuses. Ensuite, les chefs de groupes criminels peuvent former et dissoudre des groupes à tout moment pour un projet particulier. Alors, cette idée du temps est douteuse. Si on mettait strictement en œuvre la définition de l'ONU. Alors, le plus grand problème dans la lutte contre la criminalité organisée, c'est les données. La CTO est secrète, cachée par définition. Ce n'est pas comme le terrorisme ou l'extrémisme violent où les acteurs parfois sont très ouverts par rapport à leurs objectifs et même leurs actions. La question, c'est comment surveiller et recueillir les données quand ce crime est en fait souterrain, occulté. Alors, on a répondu à cette question en 2019 quand le projet ENACT, qui a été arrêté depuis, a développé l'indice de la criminalité organisée avec 2 composantes principales, l'indice de la criminalité et l'indice de la résilience, faisant de ceci le premier index qui définissait le problème et la solution. L'indice de la criminalité a 2 types d'indicateurs. 15 marchés criminels qui mesurent la prévalence de la criminalité organisée et 5 acteurs criminels qui mesurent la présence de ces groupes criminels. Donc, l'indice de la criminalité répond à 2 questions importantes. Quel est le problème précis de la criminalité organisée et qui est responsable pour ce problème? Alors, les 15 indicateurs comprennent le trafic illicite des stupéfiants, et on a 5 indicateurs de ceci, y compris le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les stupéfiants synthétiques. L'héroïne, désolé, attendez. Et deuxièmement, il y a la traite d'êtres humains et bien sûr alors, on a bien sûr le trafic de la contrebande et la traite humaine. Il y a bien sûr aussi l'extorsion. C'est un autre marché criminel. Et les raquettes d'extorsion et de chantage de la protection. Il y a ensuite le trafic des armes et la contrebande des armes. Et on a aussi le commerce de produits de contrefaçon, des produits illicites et des
crimes contre la flore et contre la faune, la criminalité liée aux ressources non renouvelables, les crimes commerciaux et financiers. Alors voilà, c'est les indicateurs, les 15 indicateurs. Donc l'indice de la criminalité contient est complété les marchés criminels. Alors c'est 15, on a les acteurs de la criminalité. Il y a 5 groupes. Alors le premier, c'est les groupes de type mafieux. Donc ceux qui sont créés à la base de liens familiaux ou autres. Beaucoup sont impliqués dans le trafic de stupéfiants et de différents types de contrebande. Il y en a qui s'impliquent dans le trafic d'or. Certains de ces gangs sont formés dans les prisons, mais ils ne sont pas très populaires ou très connus en Afrique. Mais ils existent dans certains pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et la Guinée-Bissau. En Afrique du Sud, par exemple, il y a des groupes ou des gangs tels que Junkie, Funky Kid, GFK, 20 hectares, les 26ers et bien d'autres. Le plus grand groupe criminel africain, c'est le Black Axe nigérian ou le New Black Axe Movement, qui a une grande présence mondiale. Il y a aussi des groupes tels que les Vikings, les Yahoo Boys, les Yahoo Boys et bien d'autres qui sont impliqués dans différents marchés criminels. La deuxième catégorie d'acteurs criminels, c'est les réseaux criminels. Alors ceux-ci, c'est des groupes plus ou moins fluides qui sont formés pour des objectifs particuliers ou qui se rassemblent ou des groupes qui se rassemblent pour des transactions. Ils sont vraiment très prévalents en Afrique. Ils s'impliquent dans le trafic des stupéfiants, les espèces sauvages, le trafic des personnes. Et ils incluent de la fraude, des escroqueries d'emploi, l'art- euh, l'exploitation minière, artisanale, euh, illicite. Ensuite, il y a la troisième catégorie d'acteurs criminels. Alors ça, c'est les acteurs intégrés à l'État. Ceux-ci représentent les types de groupes criminels les plus prévalents, les plus présents en Afrique. Alors, c'est des individus, des fonctionnaires qui évoluent dans la structure, au sein de la structure de l'État. Ils existent dans tous les pays africains et comprennent des officiers de police, des avocats, des procureurs, des juges, des politiciens, des fonctionnaires du gouvernement nommés et élus à tous les niveaux de la société. Ça veut dire qu'ils font partie des acteurs du secteur de la sécurité qui eux-mêmes sont, peuvent être en collusion avec des groupes criminels. Vous avez 3 minutes qui vous restent, hein, Martin. Alors, la quatrième catégorie d'acteurs de criminalité, c'est les acteurs étrangers, qui encore une fois veut dire tous les groupes, bon, c'est des étrangers qui ont leur origine dans d'autres pays et qui exploitent ou commettent divers crimes. Par rapport aux tendances récentes, bien que la traite des personnes et les trafics illicites coûtent jusqu'à 150 milliards à 245 milliards de dollars, ceci est le type de criminalité organisée le plus euh, présent en Afrique. Depuis le début de l'indice, les nouveaux marchés impulsés par la technologie évoluent rapidement et jouent un rôle central. Alors, il y a 4 tendances principales qu'on a vues. Alors, bien sûr, les crypto-devises et de nouvelles recherches ont suggéré que ces crypto-devises jouent un rôle de plus en plus important dans diverses sortes de crimes.
Alors, pour le rapport 2026 de cette organisation a dit que les crypto-crimes sont arrivés à un niveau record en 2026. Alors, il y a eu plus de 154 milliards de pertes, enfin de fraudes basées sur ceci, une énorme augmentation par rapport à l'année précédente. Alors, ces crypto-devises illicites ont à voir avec tout genre de criminalité, la fraude, le trafic, les logiciels malveillants, les rançongiciels, le blanchiment d'argent par les groupes chinois. Euh, et donc, ceci les crypto-devises permettent l'anonymité et permettent donc ces activités illicites, qu'elles soient faites en crypto-devises. Alors, les groupes nigériens forcent les victimes à payer leur rançon en crypto-devises. Bien que bon, ce changement n'est pas encore énorme, le taux de croissance est vraiment inquiétant. Il y a un rapport qui indique que l'Afrique du Sud est l'un des récipiendaires de l'un des volumes les plus élevés d'adresses de crypto-devises. La deuxième tendance que nous avons vue, c'est que les criminels en Afrique utilisent de plus en plus les transactions hybrides, où une partie de la transaction est menée sur une plateforme chiffrée, y compris le darknet, les réseaux sociaux ou même sur des plateformes ouvertes telles que Facebook. Et une autre partie donc, de cette transaction est faite en présentiel et c'est de plus en plus courant. On le voit avec les transactions pour les armes, les kidnappings pour rançon, les vols par moto, enfin, les, donc, ces transactions pourraient être menées en ligne. Enfin, les négociations sont en personne, mais le paiement est en présentiel. Ça veut dire que d'enquêter là-dessus devient très difficile. C'est la nature hybride de ceci. Troisièmement, on voit une énorme croissance des escroqueries, de la fraude visant les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. Et donc, la plus grande escroquerie à l'heure actuelle, c'est les escroqueries, les fraudes d'investissement. Donc, en utilisant l'IA, avec des images générées par l'IA, présentant des personnes connues qui présentent euh, des, des schémas, des investissements fraudulents. Alors, beaucoup d'Africains sont tombés victimes. Alors, par exemple, il y a des messages où on offre à des Africains d'apprendre le chinois. Martin, est-ce que vous pouvez terminer plutôt? Je veux passer au facteur de résilience et donner au docteur Kelly quelques minutes. Oui, oui. Alors, j'ai terminé la criminalité. Alors, quatrièmement, je voulais juste parler d'un nouveau phénomène que nous voyons, qui est émergent, où les employés dans plusieurs sociétés, travaillent en collusion avec des acteurs criminels pour effectuer des fraudes contre leur propre société. Alors, nous faisons vraiment le suivi de ceci. Ensuite, il y a les systèmes d'emploi russes où, donc, alors, on leur offre des emplois en Russie et ils se retrouvent sur le champ de bataille en Ukraine. Alors maintenant, la résilience, les facteurs de résilience par rapport à comment la réponse des pays africains. Les pays africains ont des difficultés à lutter contre cette criminalité organisée. L'indice propose 12 indicateurs comprenant le leadership politique et la gouvernance, la transparence et la responsabilité du gouvernement, la coopération internationale, les politiques et les législations nationales, les systèmes judiciaires et la détention, les forces de l'ordre, l'intégrité territoriale, la lutte contre le blanchiment d'argent, capacité de réglementation économique, soutien aux victimes et aux témoins, la prévention et acteurs non étatiques. Pourquoi
Tous ces facteurs sont essentiels dans la lutte contre la criminalité organisée. L'expérience démontre que les pays avec un haut niveau de leadership, avec une société dynamique, démocratique, ont une résilience plus élevée. Par contre, les pays qui ont un haut niveau de transparence, des politiques efficaces, ont aussi tendance à avoir une résilience très élevée pour lutter contre la criminalité organisée. Pour conclure, pour que les pays de l'Afrique, surtout dans le secteur, surtout pour les acteurs du domaine de la sécurité, pour qu'ils puissent jouer un rôle dans la menace émergente, il va leur falloir beaucoup de formation. Ce que nous voyons à travers l'Afrique, c'est un manque de technologie, alors que les criminels sont bien adaptés aux avances technologiques. Même dans les pays tels que l'Afrique du Sud, qui ont une technologie assez avancée, c'est toujours inadéquat pour faire face à ces tendances. Il est très important pour les leaders du secteur de la sécurité, surtout au sein de la communauté ISS, d'avoir des leviers, d'encourager les pays de l'Afrique d'adopter un cadre de résilience, de les encourager d'incorporer des technologies, le partage de renseignements et de travailler avec des sociétés privées telles que les blockchains pour continuer à améliorer leur rôle dans la lutte contre la criminalité. Merci beaucoup. Merci Martin de cet aperçu très compréhensif, très exhaustif. Vous avez bien indiqué comment la criminalité organisée est la cause principale de la pauvreté à travers le continent et vraiment le travail excellent que vous faites avec ENACT. Il n'y a pas de modèle africain pour la criminalité organisée. Et votre organisation a fourni vraiment beaucoup de données et d'analyses pour faire le lien entre l'indice de la criminalité organisée que Martin a mentionné. L'indice démontre toutes les formes différentes de crimes, les facteurs de résilience. Vous pouvez voir de quoi a l'air le paysage de la criminalité, quels sont les facteurs de résilience. Vous pouvez voir pour chaque pays, le vôtre aussi, dans l'indice ENACT. Merci beaucoup, Martin, d'avoir adressé cette lacune importante